Et c'est parti, nous sommes en live. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la CSRD. On va en revenir dessus dans un instant. Déjà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Elisabeth. Bonjour Simon. Voilà, on a le plaisir donc d'être 1 heure ensemble. Vous connaissez notre format. 1 heure là, ça va être, j'ai envie de dire presque court sur ce sujet qui va être un sujet très dense, qui est un sujet d'actualité, hein, vous allez le voir. Et on va pouvoir en tout cas essayer de vous donner le maximum d'informations sur la CSRD, sur cette directive européenne dans son ensemble, mais aussi sur quelques actualités qui ont bouleversé son déploiement. Donc vous allez voir qu'on va vraiment revenir sur ces 2 dimensions-là, pendant ce webinaire. Donc la dimension plus, standard, on va dire, de la CSRD et de ce qu'on en entend par là, quels sont les enjeux, pardon, et qu'est-ce que ça veut dire? Et de l'autre côté, cette dimension un petit peu plus d'actualité et de ce qui est en cours en ce moment. Et donc avec moi pour, assurer ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Elisabeth, mais je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis ravie d'être là. Donc, je suis Elisabeth Dacreux, je suis consultante RSE. Je suis également formatrice sur la CSRD, ancienne directrice juridique. Et j'interviens aussi sur tout ce qui est sensibilisation sur les enjeux de la RSE. Formidable, merci Elisabeth. Je vois qu'il y a des petits problèmes de son, en tout cas, qui nous sont reportés. On va avoir quelqu'un qui va vous indiquer tout de suite, comment faire, voilà, si c'est un problème de votre côté. De mon côté, donc Simon Châtelain, vous me connaissez peut-être si vous avez déjà suivi nos webinaires mensuels. Je suis directeur pédagogique chez MyConnecting et je pilote notamment justement nos offres liées, à la qualité de vie au travail, à la RSE et j'ai aussi un rôle en interne de référent RSE, parce qu'on est, justement une entreprise à mission, pour ceux qui nous connaissent. On est une entreprise à mission depuis 2022, donc c'est un statut, l'entreprise à mission qui est permis et qui est concrètement de transformer vraiment son approche, la manière dont on agit en tant qu'entreprise pour inscrire en fait au sein de ces statuts sa mission. Donc notre mission, c'est changer la vie des gens et de leur organisation par la compétence. Et en fait, ce que ça indique, ce que ça induit, j'ai envie de dire, c'est de partir sur des engagements très concrets de ce qu'on fait. Et donc, on est audité tous les ans sur ce qu'on fait pour accomplir cette mission. Voilà, et donc, une des dernières nouvelles, c'était en 2024, c'était notre certification argent EcoVadis. Et on a voilà, d'autres engagements RSE que vous pouvez retrouver sur notre site si vous êtes curieux. Notre plan aujourd'hui, avant que je laisse la parole à Elisabeth, je vous l'ai dit, c'est vraiment un temps, pour revenir sur le contexte, les origines de la CSRD, de cette directive. Revenir un petit peu plus sur le contenu, comprendre, ce qu'on entend par là, les avantages, les inconvénients et enfin, essayer d'être très concret sur les facteurs clés de succès pour réussir sa mise en œuvre, en sachant que c'est forcément quelque chose d'assez dense en fonction de la taille de votre entreprise et donc, il y a plein de chantiers à voir d'un seul coup et donc il faut privilégier forcément et prioriser ces chantiers. Donc c'est ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on a un programme chargé, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ça va nous permettre, nous, d'ajuster soit à la hausse, soit à la baisse, le temps de questions-réponses qui va être prévu. Voilà, en tout cas, utiliser un maximum le chat, ça sera très utile pour tout simplement le bon déroulement de ce webinaire. Et Elisabeth, je vais te laisser la main Ouais. sur justement ce contexte et ses origines de la CSRD. Ouais, merci Simon pour ton introduction. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc, en effet, la CSRD, alors de quoi on parle? On parle d'une directive dont on a entendu énormément parler depuis maintenant un certain nombre d'années, même. Voilà, je pense qu'on peut le qualifier comme tel, et qui a été du coup adoptée au niveau européen le 14 décembre 2022 et qui a récemment fait l'objet d'une modification par la directive qu'on appelle Stop the Clock, qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 avril dernier, et qui est venu, dans ce moment un petit peu chahuté sur les questions écologiques, qui est venu mettre un petit coup de suspension sur cette directive. On verra pour qui précisément. Ce texte, il a été transposé en France en décembre 2023 et en décembre, oui, le 6 et 30 en fait, plus précisément. Et donc tout récemment, de même, modifié par la loi numéro 5 DDA-DUE, qui est venue incorporer dans le droit français des dispositions de la loi européenne et donc qui est venue incorporer les évolutions
de la directive Stop the Clock. Donc ça, c'est un petit peu pour bien rappeler les dates, bien rappeler de quoi on parle. Alors, la CSRD, c'est difficile d'en parler sans parler des limites planétaires et sans parler de la théorie du donut, puisqu'en fait, ces deux outils nous rappellent que la planète n'est pas une planète infinie. On vit dans un cadre qui vit avec des limites en termes de changement climatique, d'eau, de cycle d'eau douce, etc. etc. Et ces 9 limites planétaires, aujourd'hui, en fait, il y en a 6 qui sont dépassées, une 7e est en cours de dépassement, c'est l'acidification des océans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la CSRD, elle incorpore justement ces enjeux environnementaux, planétaires, dans sa philosophie, de la même façon qu'elle incorpore la dimension besoins sociaux que souligne la théorie du donut de Kate Raworth. Et du coup, c'est difficile d'évoquer cette CSRD sans aborder à la fois ses limites planétaires et également la théorie du donut. La CSRD, elle vient aussi donner un outil législatif à l'Europe pour répondre à ses engagements pour limiter notre impact sur l'environnement, pour être un petit peu le fer de lance des questions climatiques notamment. Et l'Union européenne s'est engagée à limiter de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Par rapport à 1990. Et l'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et là, on est vraiment dans la mise en œuvre, quelque part, de l'accord de Paris, signé en 2015. Donc là, CSRD, c'est un des outils, ce n'est pas le seul. On peut voir ici, d'ailleurs, que la CSRD s'incorpore dans d'autres outils législatifs au niveau européen. On a tout d'abord, et je passerai assez rapidement, mais c'est important de les avoir en tête, la taxonomie verte européenne qui vient classifier les activités qui sont considérées comme durables. L'objectif, c'est vraiment d'orienter les entreprises vers une économie verte. On a également la CSDD ou CS3D qu'on va retrouver juste au-dessus, où toutes les entreprises soumises doivent être vigilantes sur leur chaîne de valeur pour s'assurer que les droits humains et l'environnement sont bien respectés sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et enfin, tout à droite, on voit également ce qu'on appelle la SFRD, qui, elle, s'adresse plutôt aux acteurs financiers. L'objectif, c'est vraiment de développer une finance verte et de classifier les produits financiers selon des critères ESG. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble de la réglementation applicable au niveau européen, ce corpus, et qui vise vraiment à transformer l'économie vers une économie plus verte. Et c'est ce qui est actuellement en place, comme on l'a dit, ça évolue. Il y avait la NFRD avant, donc qui était la directive précédente, et que la CSRD a remplacé, finalement. Tout à fait, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison de le souligner. Parce qu'en effet, la CSRD, l'Europe n'en est pas à son premier coup d'essai concernant du coup la publication d'informations concernant l'environnement, les enjeux sociaux. Auparavant, on a eu en 2014 la NFRD, Non-Financial Reporting Directive, qui est venue déjà poser une première pierre en imposant aux entreprises soumises de publier des informations non financières. Pour autant, cette directive, qui a eu plein de bénéfices, clairement, elle n'est plus suffisante. Elle a essuyé un certain nombre de critiques, notamment la critique du greenwashing. Et du coup, la CSRD, elle vient quelque part réparer ces critiques qu'on pouvait faire à la NFRD. Donc, si on revient d'ailleurs du coup aux principes, aux piliers sur lesquels repose cette CSRD, en fait, il y en a 3 qui sont vraiment importants et quelque part, si vous deviez retenir un élément de cette présentation, c'est probablement ça. De se dire que la CSRD, elle a pour objectif d'assurer que l'information qui est publiée par les entreprises soumises est pertinente. Et donc, pour cela, elle va demander aux entreprises de faire une analyse de matérialité concernant justement les questions environnementales, de gouvernance sociale.
pour s'assurer que seront publiées des informations qui ont un véritable impact pour l'entreprise ou que l'entreprise a un impact sur ces éléments-là. Donc, on travaille la pertinence. D'accord? Donc là, on ne fait pas de greenwashing. On a également un autre pilier qui est de permettre la comparabilité de l'information. Donc, un certain nombre d'entreprises vont être soumises à cette CSRD et toutes vont publier les informations selon les mêmes standards, les mêmes contraintes de contenu et de formalisme également. Et ce qui va permettre du coup, pour un même secteur d'activité notamment, de regarder finalement ce que fait chacun des acteurs sur ce marché. Et donc voilà, ça va créer un petit peu d'émulation aussi entre les différents acteurs, ce qui n'est pas inintéressant. Et enfin, troisième pilier, qui est la question de la fiabilité. Donc les informations devront être fiables. Et pour cela, il y a une vérification, un audit qui est prévu des informations qui sont publiées. Et moi, j'aime bien, du coup, faire un petit peu ce comparatif entre les IFRS, hein, donc là, c'est l'information comptable, financière, versus les ESRS. Alors, je ne sais plus si j'ai dit ce que c'était, hein, les European Sustainability Reporting Standards. Donc, c'est vraiment les standards par lesquels on va analyser et publier les informations. Et donc, moi, j'aime bien faire ce comparatif parce que finalement, on voit qu'avec cette CSRD, on met sur un pied d'égalité l'information financière et l'information que l'on ne qualifie plus d'information non financière, mais d'information de durabilité. Et les mots ont leur importance. D'accord? Donc, voilà. Alors, si on regarde un petit peu le calendrier d'application de la CSRD, hein, qui a été du coup récemment retouché, donc déjà on a une première vague d'entreprises qui a publié ou est en cours de publication de son premier rapport CSRD. Donc ça, toutes ces entreprises étaient déjà soumises auparavant à la NFRD. En France, on n'appelait pas ça la NFRD, mais le DPEF, hein, la déclaration de performance extra-financière. Et donc, ces entreprises déjà soumises, désormais, publient un rapport de durabilité selon les standards de la CSRD. Devait arriver une deuxième vague, qui devait publier l'année prochaine concernant des informations pour l'exercice en cours. Et là, c'est là qu'est arrivée la fameuse directive Stop the Clock qui a dit « Oula, stop !» Il y a pas mal de réactions autour de cette CSRD. Hein. On a beaucoup entendu la critique, notamment disant que finalement, les entreprises perdaient en compétitivité. Hein. Les entreprises européennes perdaient en compétitivité en raison notamment de cette réglementation. Et du coup, petit coup d'arrêt, mais coup d'arrêt qui est provisoire. Et donc, un report de 2 ans de cette obligation pour les entreprises de la vague 2, dont les critères sont indiqués là au tableau, à l'écran. Dès lors, ces entreprises devront publier ce rapport de durabilité non plus en 2026, mais en 2028 sur les informations, sur l'exercice comptable de 2027. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il y avait déjà une forme d'aspect très crescendo de qui va être sollicité pour cette directive et que là, on a eu ce report de 2 ans donc dans le calendrier d'application. Exactement. Et ce qui finalement a pour bénéfice de laisser plus de temps de préparation. D'accord? Je pense qu'il ne faut pas se dire « Ah je suis tranquille, 2 ans de plus ». Ce serait à mon sens une erreur. C'est plutôt se dire « Comment je m'organise bien chez moi pour ne pas être dans le rush pour réaliser ce rapport de durabilité ?» parce qu'on a quand même toute une phase préalable de collecte d'informations, de fiabilisation aussi de l'information. On l'a vu, ce sera un rapport qui sera audité. Et donc, finalement, il faut prendre ce temps comme étant un temps de travail supplémentaire et de meilleure structuration du projet en interne. D'accord ? Bien sûr. Et d'ailleurs, ça, nous, on l'avait vu au niveau de nos clients. Il y a des clients, en fait, qui étaient concernés par l'exercice Oui. 2025, qui en 2024 étaient déjà en train de s'activer pour essayer de mettre des choses en place parce qu'ils avaient conscience de la lourdeur, on va dire, du processus en interne, de tout ce que ça demande aussi comme réorganisation. Donc finalement, ces 2 ans sont plutôt salutaires pour certaines entreprises. Oui, il faut les mettre à profit
pour encore mieux se préparer. Voilà. Ne pas reporter finalement le travail de préparation, je pense que ce serait dommage de l'aborder comme ça, parce que finalement, quelque part, les entreprises qui ont dû travailler sur l'exercice 2024 ont dû travailler sur la CSRD avec souvent une directive qui n'était pas complètement achevée dans son contenu, et pourtant elles ont avancé malgré un certain nombre d'incertitudes. Là, aujourd'hui, on a quand même plutôt des certitudes, donc il faut plutôt avancer grâce à ces certitudes. D'accord ? Donc, les entreprises de la vague 3, pareil, report de 2 ans. En revanche, la vague 4, qui concernait du coup les sociétés non européennes, pas de report. On reste sur le même timing et finalement, les entreprises de la vague 3 s'alignent sur le calendrier des entreprises de la vague 4. Donc, c'est progressif, mais il faut mettre ce temps à profit. Alors, on voulait vous poser justement une question maintenant qu'on a revu ce calendrier. C'était de savoir, voilà, dans ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà commencé à mettre la CSRD au sein de votre entreprise? Alors, même si vous avez commencé à la travailler, que vous étiez, comme le cas que je donnais, vous aviez commencé en 2024 pour l'exercice 2025. Voilà, est-ce que c'est des choses qui ont déjà commencé à évoluer chez vous? Donc, plusieurs réponses possibles. Oui, on a démarré, mais c'est dur. Oui, on a bien avancé. Nous, on n'est pas encore concernés et donc on a peut-être attendu pour démarrer. Ou je ne sais pas si vous n'êtes pas forcément concerné ou si vous n'avez pas cette information. Donc voilà, l'idée, c'est un peu d'avoir une tendance pour savoir qui nous écoute aujourd'hui et où on en est. Alors voilà, on a quelques votes pour l'instant. Donc on voit qu'il y a environ 50%, ouais, 45% qui ne sont pas encore concernés. 30% qui disent oui, on a démarré, mais c'est dur. 20% oui, on a bien avancé. Et quelques-uns qui ne savent pas. Voilà, bon, ça nous donne une tendance un petit peu pour savoir qui nous écoute et puis le niveau aussi d'avancement de chacun. Ok, très bien. Merci pour vos partages. Alors, si on vient sur le contenu de la CSRD, qui est un contenu effectivement assez dense, donc voilà, quand j'entends certains dire on a commencé mais c'est dur, ça s'entend, évidemment que ça s'entend. Et quelque part, c'est, bon, même si c'est peut-être pas évident tout de suite, il faut se dire que c'est un exercice qui est utile, parce que finalement, cette CSRD nous oblige un petit peu à voir des sujets qu'on n'a peut-être pas toujours ni l'idée de voir, pas envie de voir, enfin peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça nous oblige à avoir une vision 360 finalement des liens entre notre activité et puis notre environnement, qu'il soit naturel, social, de gouvernance, notre chaîne de valeur, etc., nos parties prenantes du coup. Et c'est vraiment important de l'aborder de cette façon. Donc, la CSRD, c'est un rapport de durabilité. Un rapport de durabilité, c'est quoi? Je l'ai déjà évoqué, c'est 3 thématiques. On aborde des questions environnementales, des questions sociales et des questions de gouvernance. Ces 12 standards, les ESRS, on les abordera un tout petit peu plus dans le détail juste après. Ces ESRS, elles ont été élaborées par l'EFRAG. L'EFRAG, c'est quand même le groupe consultatif européen sur l'information financière. Et là, je reviens à mon propos de tout à l'heure, mettant finalement sur un pied d'égalité l'information financière et l'information de durabilité. C'est le même organisme qui gère finalement ces standards. On reviendra sur l'analyse de double matérialité dont on entend énormément parler, qui est vraiment un outil tout à fait pertinent pour justement identifier les informations les plus importantes à indiquer dans le rapport de durabilité. D'accord ? Alors, le champ de reporting. Donc, comme je vous le disais, on a ces fameux standards qui vont cadrer finalement quelle est l'information et la manière dont elle devra être publiée au sein du rapport de durabilité. Ces normes, ces standards sont au nombre de 12. 2 normes transversales, les ESRS 1 et 2, et 10 normes thématiques, d'accord, selon ces fameux 3 thèmes que sont l'environnement, le social et la gouvernance, avec à l'intérieur des sous-thématiques. À chaque, ou quasiment à chaque ESRS, vont correspondre ce qu'on appelle des DR ou des Disclosure Requirements, si on parle en français des exigences de publication, on en a 82 en tout.
Et à chacune de ces exigences de publication vont être associés également ce qu'on appelle des data points. Ces data points sont vraiment des informations précises sur lesquelles il va falloir recueillir de l'information pour les publier, enfin, les analyser en termes de matérialité, puis ensuite pour les publier. Ce sont des données de différentes natures. Elles peuvent être narratives, donc on est plutôt sur du qualitatif, semi-narrative. On peut avoir du pourcentage, des données monétaires, enfin voilà. Donc ça peut être du chiffré, du non chiffré. En tout, on en a 1052 et 913 sur ces 1052 sont soumises à l'analyse de matérialité. Alors là, je vous ai mis des petits points verts et jaunes. Les verts sont les ESRS obligatoires. On ne se pose pas de questions. Voilà. C'est vraiment ce qui doit être publié, sachant que c'est plutôt dans l'ESRS 2 qu'on va retrouver justement ce bloc indispensable de publication. Et les 10 normes thématiques sont soumises à analyse de matérialité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas obligatoires, mais voilà, en fait, pour évaluer leur pertinence, on va les faire passer à la moulinette de l'analyse de double matérialité. Petit bémol quand même, qui concerne le SRS E1 dans la partie environnementale et concernant le changement climatique. Il est vrai que cette ESRS E1, a priori, est soumise à une analyse de matérialité. Sauf qu'en réalité, on applique le principe européen qu'on retrouve assez régulièrement, qui est comply or explain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au niveau européen, on considère quand même qu'il va être difficile de dire que nos activités en tant qu'entreprise, finalement, seront assez peu sensibles à la question du changement climatique. Et donc, finalement, on part du principe que les entreprises sont concernées et les questions de changement climatique sont matérielles pour les entreprises. Si, en revanche, l'entreprise estime que ce n'est pas le cas sur tel ou tel aspect du changement climatique, il faudra alors qu'elle l'explique. C'est vraiment la notion de comply. Donc, j'applique, je considère qu'on est sur un sujet matériel. Si je considère que ce n'est pas le cas, j'explain, donc j'explique pourquoi je ne me soumets pas. En plus de ces ESRS, les FRAG a travaillé et travaillait sur ce qu'on appelle des normes sectorielles, donc des normes qui allaient concerner certains secteurs d'activité plus particulièrement sensibles, hein, comme le transport, l'industrie pétrolière, le financier, etc. etc. Donc, je vous ai parlé de la directive Stop the Clock qui est venue interrompre, suspendre cette directive pour un certain nombre d'entreprises. Mais on a aussi une directive Omnibus, un projet Omnibus 2 qui est dans les tuyaux et qui va venir peut-être retravailler un petit peu cette CSRD. Parmi les dispositions sur lesquelles elle va probablement revenir, ça va être ces normes sectorielles. Voilà, aujourd'hui, on considère qu'elles sont plutôt reportées, mais probablement qu'elles seront même incertaines. Voilà. On ne sait pas ce qui va advenir de ces normes. Et pareil pour les normes allégées concernant les PME, celles-ci sont tout à fait incertaines également. Est-ce qu'elles seront simplement allégées? Voilà, tout ça est encore plus allégé, tout cela est très incertain. D'accord? Donc, il y a vraiment un sujet à suivre sur le projet de directive Omnibus numéro 2. Alors, on va aborder maintenant les premières normes transversales. Hein, vous savez, c'est celle avec les petits points verts qui étaient en chapeau du tableau précédent, donc les ESRS 1 et 2. Le SRS 1 ne prévoit pas d'obligation d'information. En fait, ce standard, il est en fait un document qui va venir expliquer les attendus. Voilà. Qu'est-ce qui est attendu? Quelle est l'architecture des publications? Quels sont les concepts fondamentaux? Donc, l'analyse de matérialité, la chaîne de valeur, les parties prenantes. Voilà, tout ça nous explique et définit. Et de la même façon qu'on nous propose une méthode pour se préparer et de même qu'on nous indique quel est le cadre de présentation de ces informations de durabilité. Donc là, voilà, le SRS 1 pose le cadre. Donc, un document indispensable à analyser, à avoir en tête, puisqu'en fait, c'est lui qui va nous apporter toute l'explication de ce qui est attendu. Et le SRS 2, ce sont le premier bloc d'informations générales à publier. On y reviendra un petit peu plus dans le détail juste après. Alors,
Le SRS 1, je vous le disais, son objectif, c'est vraiment de poser le cadre. Donc, il va nous expliquer, et là, je vais simplement vous poser de manière un peu générale quels sont les éléments clés que vous allez retrouver dans cette SRS 1. Hein. Encore une fois, on est sur un sujet qui est très dense, donc cette présentation n'est évidemment pas exhaustive, mais l'idée, c'est quand même d'appuyer sur les éléments clés. Donc, évidemment, la double matérialité qui est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel, puisque c'est ce qui va permettre de déterminer dans les normes thématiques quelles sont les informations à publier dès lors qu'elles sont suffisamment matérielles. Matériel, c'est quoi? C'est une matérialité d'impact. Hein, donc, on évalue les impacts positifs ou négatifs qu'une entreprise peut avoir sur son environnement ou la société. Et la matérialité financière qui, elle, va identifier les risques ou les opportunités, on est toujours sur du positif-négatif, qui sont liés à la durabilité et qui peut affecter la performance de l'entreprise. Et donc, finalement, un sujet peut être matériel aussi bien en termes de matérialité d'impact qu'en termes de matérialité financière, ou les deux, cumulativement. D'accord ? L'analyse de matérialité va se dérouler essentiellement selon 4 étapes. Donc déjà, il faut avoir une bonne compréhension du contexte. Et pour avoir cette bonne compréhension du contexte, qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger ces parties prenantes. On va je perds mes mots, rechercher des analyses sur, par exemple, on a l'habitude dans notre activité d'utiliser tel type de ressources. Ben finalement, est-ce que ces ressources sont rares? Quelles sont finalement les perspectives futures sur ces ressources? Voilà, donc il faut se documenter sur l'environnement qui est le sien, donc son contexte. Donc vraiment, il y a tout un travail d'analyse, de documentation autour de justement, ben voilà, quel est mon contexte d'entreprise afin que je puisse identifier du coup les impacts et les risques, de même que les opportunités. Ce qui va me permettre d'évaluer les sujets qui vont être les plus matériels, d'accord, donc les plus impactants, aussi bien en termes d'analyse d'impact qu'en termes d'analyse financière, et ce qui va permettre du coup de déterminer le bloc d'informations que je vais retrouver dans mon rapport de durabilité. Ouais, c'est ce qui est compliqué aussi pour beaucoup d'entreprises à ce niveau-là, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'analyse en interne et qu'on n'a pas toujours cette compétence en interne et enfin, voilà, je sais que c'est un des éléments qui est Oui. parfois ressorti, en disant, «OK, il y a cette directive, mais est-ce qu'elle est applicable et nous, comment on fait pour la mettre en œuvre derrière?» parce que Oui. c'est beaucoup de travail justement de recherche, d'analyse, de compréhension de sa propre activité. Oui, complètement. Alors, je pense que déjà, il faut quand même repartir toujours de ce que l'on fait déjà. En fait, la première étape quand même, parce qu'en fait, on fait pas rien. Voilà. En général, on fait énormément de choses. Et déjà, si on se fait le point par rapport justement aux thématiques que l'on doit aborder, bah, de quoi on dispose déjà en interne? Qu'est-ce qu'on a fait déjà sur ce sujet-là? Sur les parties prenantes, par exemple, avec nos consommateurs, en fait, on a certainement déjà un dialogue très nourri avec eux. Qu'est-ce qu'on leur demande? Sur quoi on les interroge régulièrement? Enfin, je pense que déjà, il y a ce travail aussi à réaliser, hein, justement, dans la compréhension du contexte, c'est de quelle est ma base de travail? Avec quoi je démarre en interne? Et finalement, ne pas démarrer d'une feuille blanche, même si les premiers travaux sont imparfaits, c'est pas grave en fait, d'accord? Il faut savoir aussi que la directive, et ça c'est dans le SRS 1, hein, prévoit qu'un certain nombre d'informations pourront être publiées de manière progressive. On peut avoir voilà, 3 ans pour, alors selon la taille de sa société, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas il y a certains critères qui sont posés pour permettre justement cette progressivité dans la recherche de l'information. Mais sachez qu'on ne vous demande pas une copie 20 sur 20 tout de suite, quoi, hein, ce n'est pas du tout l'idée. Donc déjà, partir de ce que l'on fait déjà pour pouvoir justement élaborer à partir de ça. Et puis enrichir au fur et à mesure, parce que c'est pareil, des analyses stratégiques, on en fait régulièrement. Tout ça, c'est du travail qu'il faut savoir aller rechercher et réemployer. Bien sûr D'accord? et s'appuyer aussi des différents relais en interne. Alors j'imagine qu'on a Exactement. des directeurs RSE aussi qui nous écoutent, directeurs ou directrices. C'est tout le réseau d'ambassadeurs que vous avez créé peut-être, Mmh. sur les RSE. Voilà, comment ils peuvent, eux, avoir un rôle à leur échelle pour récupérer tous ces éléments auprès Tout à des fait. fonctions métiers.
Oui, et ça va être tout le travail quelque part du directeur ou de la directrice RSE, hein. Ça va être précisément de pouvoir créer son groupe de travail avec les bonnes compétences autour de la table, les compétences variées qui vont permettre justement d'enrichir l'information, puisqu'en fait, en général, l'information, elle se trouve quelque part dans l'entreprise, que ce soit dans le système d'information ou ailleurs. Et tout l'enjeu, enfin, l'un des enjeux majeurs, ça va être justement d'aller rechercher, enfin voilà, faire cette collecte d'informations déjà de ce qui existe pour voir un petit peu le delta. Et dans ce qui existe, quel est le niveau de fiabilité, etc. etc. D'accord? Donc, il y a vraiment, en effet, cette analyse préalable à faire. Je te En tout laisse cas, avancer. Je vois l'heure qui tourne, je te laisse avancer, Elisabeth. bien sûr, on part rarement de rien. Le périmètre de reporting, il va être il va être cohérent avec les états financiers. Pour autant, il y a quand même nécessité d'intégrer les impacts de la chaîne de valeur, hein, d'accord, donc y compris sur les sous-traitants au-delà du rang 1. Donc voilà, donc on est quand même sur un périmètre consolidé, identique aux états financiers. Donc, je vous l'expliquais hein, sur les exemptions et la progressivité, donc il y a un certain nombre d'informations. Vous pouvez tout à fait utiliser les 3 années qui vous sont accordées pour la collecter, la fiabiliser. Et puis aussi, il y a certaines informations qu'on peut considérer comme sensibles pour notre business, parce que c'est un élément de différenciation. Et là, il y a une autorisation à ne pas publier, mais il faut quand même qu'on soit assez solide hein, sur le fait qu'on est bien sur une information qui est de nature sensible. Le rapport de durabilité va être structuré selon 4 sections, l'information générale, l'environnement, social, gouvernance. On retrouve vraiment la structure des standards hein, qu'on a évoqués juste avant. Et cette information, elle doit être évidemment claire, organisée et très accessible. Et donc, cette accessibilité, elle est assurée en indiquant que, en fait, ces informations doivent être intégrées dans le rapport de gestion d'entreprise. Ce n'est pas un petit rapport à part, peu accessible, au contraire, mais vraiment, encore une fois, à mettre sur un pied d'égalité l'information financière de l'information non financière. Première norme qui implique une publication d'informations, c'est le SRS 2. Donc là, on est vraiment sur les premiers, c'est le bloc obligatoire d'information. Et ce bloc qui va poser déjà comment la méthodologie qu'on a mis en place pour préparer le rapport. C'est quoi notre périmètre? Quelle est notre chaîne de valeur? Quelles sont les éventuelles exclusions que vous avez identifiées? Dans la gouvernance, quel est le rôle des organes de gouvernance sur ces questions de durabilité? Est-ce que la durabilité, elle est intégrée dans la rémunération? Comment on gère les risques? La stratégie, est-ce que, il faut déjà décrire son modèle d'affaires, ses parties prenantes, déjà les principaux impacts, risques et opportunités, ces fameux IRO, qu'on aura identifiés et préciser quel processus on a mis en place pour justement faire l'analyse de matérialité et identifier ces IRO, ces impacts, risques, opportunités. On n'a pas au sein de l'ESRS 2 de métriques et cibles à publier en tant que telles. En revanche, on peut mentionner quels sont les éléments principaux qu'on va du coup identifier comme étant, comme faisant partie des objectifs que l'on se fixe sur cette partie métrique et cible. Donc, je ne reviendrai pas sur les exemptions ni sur les finalités. Je pense que tout ça a été déjà évoqué. Maintenant, si on rentre dans les normes thématiques, donc on a 10 normes thématiques selon 3 grands thèmes: les critères environnementaux, les critères sociaux et les critères de gouvernance. Dans les critères environnementaux, on va aborder 5 thèmes environnementaux, donc le changement climatique, les questions de pollution, la question de l'eau, la question de la biodiversité des écosystèmes et l'usage des ressources et donc les questions d'économie circulaire. Hein. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision 360 sur la question environnementale et faire en sorte que le business model se transforme pour être respectueux de cet environnement, mais également
de prendre en compte les évolutions du climat qui sont en cours et qui peuvent mettre en difficulté l'entreprise. Et du coup, quand on parle de changement climatique, notamment, il y a une question fondamentale qui est celle de l'adaptation. Le climat change, donc il va falloir s'adapter. Dès lors, voilà, ce thème de l'adaptation au changement climatique est abordé. On a l'accord de Paris qui a été signé en 2015 à l'occasion de la COP21 qui impose, disons que au sein duquel les États se sont engagés à limiter l'augmentation de la température d'ici 2100 à 2 degrés. Du coup, l'objectif, c'est d'atténuer l'impact de nos activités sur ce changement climatique et de limiter les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, voilà, là, c'est tout le travail autour de l'atténuation du changement climatique. Et enfin, troisième thème qui est celui de l'énergie, parce que l'énergie est essentiellement fondée sur le pétrole, émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est vraiment une thématique à part entière. Sur les questions de pollution, on va s'intéresser à différents types de pollution, de l'air, de l'eau, des sols, des organismes vivants, des ressources alimentaires, tout ce qui est substances préoccupantes, extrêmement préoccupantes, les microplastiques aussi, un vrai sujet, la question des microplastiques. Alors, évidemment, toutes ces thématiques ne seront pas aussi importantes selon nos activités. Et donc, c'est là aussi où il faut vraiment partir de ce contexte qui est de notre métier, de son métier, pour voir est-ce que dans mon métier, j'ai un impact en termes de pollution de sol ou peut-être pas du tout, etc. etc. Donc, vous voyez, on a des thématiques qui sont extrêmement larges, mais finalement, tout le monde ne sera pas du tout concerné de la même façon. À l'inverse, quand on est une entreprise de l'agroalimentaire, ces questions de pollution des eaux, des sols, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants. Le SRS E3 aborde les questions des ressources hydriques et marines. L'objectif, une utilisation durable des ressources présentes dans l'eau, de la ressource en eau également. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la consommation de l'eau, quel est le niveau de prélèvement d'eau de mon activité, quelles eaux je rejette et comment je gère ces rejets d'eau. Également sur la partie océan. Quels sont quand j'ai une activité de pêche, clairement, je vais utiliser des ressources marines. Comment j'extrais, comment j'utilise. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une gestion à la fois durable de l'eau et de préserver les écosystèmes aquatiques. Sur la partie biodiversité écosystème, c'est le SRS E4. Donc, on va vraiment se focaliser sur ces questions de biodiversité écosystème. Là, aujourd'hui, la biodiversité, il faut avoir en tête qu'on est dans la 6e extinction de masse. Donc, c'est un sujet qui est particulièrement important. Et finalement, cette ESRS, ce standard E4, permet vraiment de s'intéresser en priorité aux sources d'extinction de la biodiversité. La biodiversité, elle est mise en danger parce qu'on va changer l'affectation des terres, on va changer les habitats des espèces animales ou végétales, parce qu'on va avoir une surexploitation, parce qu'il va y avoir des espèces exotiques envahissantes, parce qu'il va y avoir de la pollution. Et donc finalement, mettre du lien entre ces thématiques et la biodiversité permet justement d'avoir pour objectif de limiter l'impact de nos activités sur la biodiversité et donc de la préserver au maximum. Sur tout ce qui est ESRS E5, donc là on est sur l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Donc on le sait, on est dans une terre aux ressources finies et non pas infinies. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier que les ressources sont finies. Et du coup, ce standard va permettre de focaliser sur quelles sont les ressources que j'utilise en entrant. Voilà, quelles sont les matières premières que j'utilise pour la fabrication des objets que je fabrique. Quelles sont les ressources sortantes aussi, liées à ces produits et services, et comment je gère mes déchets. Donc, l'objectif, c'est vraiment de minimiser l'utilisation des ressources entrantes et de également minimiser du coup toute la chaîne de déchets, etc. et d'avoir une meilleure recyclabilité, circularité des ressources.
Vous voyez que ces sujets, forcément, ils sont extrêmement d'actualité. La partie environnementale, ça nous fait forcément, penser, à la conférence des Nations unies sur l'océan qui s'est tenue, il y a quelques jours, où on a pu entendre notamment, notre président Emmanuel Macron, mais d'autres acteurs aussi. Donc c'est aussi une des raisons, c'est que forcément, c'est des choses qui sont en évolution, qui bougent, qui sont d'actualité, sur lesquelles même les États finalement finissent par, par bouger des priorités, même si on a toujours cet, objectif, tu en parlais tout à l'heure, des accords de Paris, pour Mmh. 2050 qui reste la ligne conductrice, mais on voit qu'il y a encore des choses qui évoluent et c'est aussi pour ça que la CSRD est amenée à évoluer, au gré de ces évolutions. Oui, et ça reste un outil important justement, pour mieux se préparer à l'avenir. Il ne faut pas oublier, hein, que l'objectif, évidemment, les personnes en charge de la RSE qui sont sur sur ce webinaire en sont évidemment convaincus. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos entreprises soient les plus robustes et du coup, en permettant cette analyse finalement des impacts que peut avoir l'environnement sur son activité et inversement que l'activité peut avoir sur son environnement, ça permet de rendre finalement nos activités plus robustes et même plus durables au sens financier du terme. Et donc finalement, c'est quand même vraiment cette recherche-là, donc on n'est pas juste sur un reporting supplémentaire. L'exercice, c'est vraiment à quel endroit j'ai des fragilités, à quel endroit mon activité a un impact sur mon environnement. Et comme tu le dis, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Sur les critères sociaux, donc là, on est sur des ESRS qui vont s'intéresser aux impacts sociaux de l'entreprise concernant à la fois son propre personnel, mais également sur les travailleurs de la chaîne de valeur, hein, donc qui va concerner ses fournisseurs, ses sous-traitants. On va aborder également les conséquences sur les communautés affectées et tout ce qui est consommateurs et les utilisateurs finaux. Alors, ce qui est quand même plutôt intéressant avec cette partie, c'est qu'on est quand même en France sur quelque chose qui est plutôt assez bien cadré. Et on le voit hein, déjà sur le SRS S1 qui concerne notre propre personnel hein, de l'entreprise. On va couvrir des sujets qui sont déjà couverts par d'autres réglementations applicables en France, hein, tout ce qui est diversité, rémunération, conditions de travail, bien-être au travail, le développement des compétences, etc. C'est vraiment des sujets qui sont déjà bien pris en main par les entreprises. Donc là, typiquement, on n'est vraiment pas sur des sujets nouveaux. Et là, il faut vraiment impliquer les directions RH pour vraiment vous apporter déjà toute la matière qui existe sur ces sujets. Et donc là, en général, le gap n'est pas très important pour alimenter le rapport de durabilité. Là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est finalement pour faire le même exercice, mais sur la main-d'œuvre de sa chaîne de valeur, puisqu'on va retrouver à peu près les mêmes thématiques, alors cette fois parfois avec des petits trucs supplémentaires ou avec des choses en moins. Ça dépend. Hein. Là, typiquement, sur tout ce qui est égalité de traitement, égalité des chances, on va vraiment avoir les mêmes thématiques. En revanche, sur les conditions de travail, ça va être la même chose avec moins de détails sur tout ce qui est liberté d'association. Et à l'inverse, lorsqu'on va aborder les autres droits liés au travail, on aura les mêmes thèmes que le personnel de l'entreprise, mais on va ajouter à l'inverse les problématiques d'eau et d'assainissement. D'accord? Donc là, il va falloir aller un peu plus à la pêche aux informations auprès de vos parties prenantes de la chaîne de valeur. Concernant les enjeux sociaux des communautés affectées, là, on va s'intéresser finalement de savoir est-ce que notre activité va avoir un impact sur des communautés qui vivent sur des régions où, par exemple, on va déforester parce qu'on est une papeterie et qu'on a besoin justement de faire de la sylviculture. Et donc, potentiellement, on va avoir des communautés localement qui peuvent être impactées par cette activité-là. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur l'analyse des impacts que l'on peut avoir sur le terrain du fait de notre activité. Sur la partie consommateur-utilisateur final, et là, c'est le standard S4. Là encore, je dirais que c'est un petit peu comme sur la partie personnelle de l'entreprise. En France, on a quand même un code de la consommation qui est particulièrement bien fourni, où on aborde déjà beaucoup des thèmes
qui sont déjà intégrés dans le quotidien de l'entreprise, sur la sécurité des produits, sur la protection des données personnelles, sur des règles de promotion, les questions d'accessibilité des produits et services. Donc voilà, on est là aussi sur des choses qui sont quand même plutôt bien bordées au sein des entreprises. Donc là encore, prenez appui sur ce qui existe déjà, ne réinventons pas, ne faisons pas du travail supplémentaire, allons chercher ce qui existe et travaillons à partir de cette matière, souvent déjà bien aboutie. S'agissant de la gouvernance, donc là c'est la troisième dimension thématique, où là on va s'intéresser à la conduite des affaires et finalement les liens entre la gouvernance et tous ces enjeux d'environnement et sociaux. L'objectif c'est vraiment d'avoir une gouvernance qui soit éthique, transparente, résiliente, qui intègre les parties prenantes et qui va considérer tous ces enjeux environnementaux et sociaux. Alors, cette norme ESG, qu'on va qualifier de G1, elle donc, va s'intéresser à tout ce qui est intégrité des affaires, donc toutes les questions de corruption, blanchiment d'argent, tout ce qui est prévention et détection, justement, des fraudes, de ce type de cas de corruption. Là encore en France, on a des réglementations avec les lois Sapin qui sont venues déjà poser un cadre juridique extrêmement précis. Donc en principe, on a pas mal de choses. Pareil, tout ce qui est lanceur d'alerte, etc. On a quand même un certain nombre de choses qui existent. On va s'intéresser à la gouvernance de l'entreprise, comment l'entreprise, dans sa gouvernance, va intégrer tous ces éléments environnementaux et sociaux. Toutes les questions de gestion des risques et de contrôle interne. Et enfin, quel lien on entretient avec nos parties prenantes. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un dialogue fourni. Ça fait partie du travail de préparation, ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour justement dialoguer avec ces parties prenantes, quelles sont leurs attentes, comment ils voient aussi la relation avec eux. Et je vais vous donner un exemple très simple, mais que je trouve extrêmement parlant. Dans la relation avec les fournisseurs, la question des pratiques en matière de délai de paiement, c'est quelque chose qui est important, puisque potentiellement, on peut mettre en difficulté un fournisseur quand on ne respecte pas les délais de paiement. Donc voilà, ça fait typiquement partie des choses finalement de notre quotidien, mais qui font partie de ce rapport de durabilité. Donc on voit bien la diversité des sujets. D'ailleurs, c'est une des difficultés, en effet, c'est qu'on est vraiment sur à la fois des sujets qui sont extrêmement variés, avec un niveau d'approfondissement qu'il faut reconnaître, qui est vraiment très important. Et selon nos tailles et finalement notre niveau déjà d'engagement sur ces sujets-là, le gap peut être plus ou moins important. Mais encore une fois, il faut prendre appui sur ce que l'on a déjà. L'analyse de matérialité, donc je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'objectif c'est vraiment de prendre en compte dans sa dimension financière les impacts positifs ou négatifs. Donc positifs sont les opportunités, négatifs les risques que va générer l'environnement économique, social et naturel sur la performance de l'entreprise. Et l'analyse de matérialité d'impact, là c'est l'inverse, c'est vraiment est-ce que les activités de l'entreprise ont un impact et vont affecter l'environnement, la société ou les parties prenantes externes. Et vraiment, donc dans les normes thématiques qu'on a évoquées juste avant, les fameuses 10 normes thématiques, on va devoir passer à la fourche codine de cette double matérialité, finalement, ces différents thèmes pour vérifier si des éléments sont matériels de ce point de vue. Donc, on va regarder on va avoir une analyse selon différents critères. Sur l'analyse financière, la matérialité financière, on va regarder si l'enjeu est positif ou négatif, son importance et sa probabilité d'occurrence. Lorsqu'on est sur la matérialité d'impact, on va regarder la qualité de l'impact là aussi, positif ou négatif, est-ce qu'il est avéré ou potentiel, sa gravité selon différents critères, là encore, son importance, sa portée et est-ce qu'il est remédiable, est-ce qu'on peut réparer finalement l'impact avéré ou potentiel et sa probabilité d'occurrence et selon 3 horizons temporels pour les deux, à court terme, à moyen terme, à long terme.
Quelques exemples de risques et d'opportunités. Dans les risques physiques, le changement climatique, c'est quand même un petit peu l'exemple un peu facile, mais qui est vraiment un exemple d'actualité. Hein. On le voit au travers des événements naturels de plus en plus compliqués qu'on a à aborder. Tout ce qui est risque de transition, donc à la fois les réglementations climatiques, mais également les clients qui changent leurs attentes, qui ont des attentes nouvelles vis-à-vis des entreprises, et puis toute la dimension risques sociaux et réputationnels. En lien, je vous ai donné l'exemple des droits des travailleurs. Si on ne respecte pas, si on n'a pas une attention sur les droits des travailleurs de notre chaîne de valeur, de notre sous-traitant qui peut être dans une région très éloignée, ça peut générer du risque réputationnel. Et à l'inverse, c'est aussi des opportunités en termes d'innovation, de compétitivité. On peut tout à fait développer des produits et services qui sont durables et qui répondent aux attentes de nos clients. On devient aussi plus attractif pour les investisseurs, puisqu'en fait, ils vont aussi regarder que les entreprises se préparent et sont prêtes à affronter les changements d'environnement dans lesquels nous sommes. Hein. C'est la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas demain. On peut devenir aussi plus attractif pour les talents, parce que on est de plus en plus nombreux à être attentifs à cela. Et puis, ça permet d'avoir un meilleur accès au financement vert si on a vraiment embarqué tous les sujets de durabilité. Et la preuve en sera apportée par ce rapport de durabilité. Donc, c'est vraiment un exercice important à la fois sur le fond, mais également parce qu'il va apporter la preuve au tiers que l'on a embarqué ces sujets-là. Elisabeth, je vois qu'il nous reste environ 10 minutes. On a une première question de Pierre-Olivier que je vais garder pour dans quelques instants. Je te laisse avancer justement pour aussi aller à l'essentiel par rapport à ce qu'on avait prévu. Bien sûr. Qu'on puisse avoir le temps de tout combler. Et on risque peut-être de déborder de 5 minutes s'il y en a qui ont la possibilité de rester avec nous. Sinon, il y aura le replay, bien entendu. Alors, rapidement, hein, en termes de méthodologie, première étape, j'identifie mes enjeux ESG. Et je les identifie sur l'ensemble de ma chaîne de valeur et avec les 3 horizons de temps qu'on a évoqués ensemble. Et dès lors, j'ai bien consulté l'ensemble de mes parties prenantes pour pouvoir avoir cette big picture de mon contexte. Ce qui va me permettre du coup d'évaluer les impacts, les risques et les opportunités qui sont les miens dans ce contexte-là et compte tenu des différentes thématiques qu'on a abordées, ce qui me permettra de hiérarchiser mes enjeux les plus importants dans ce contexte. Et j'établis ainsi ma matrice de matérialité qui devra être validée au plus haut niveau de la gouvernance et qui fera l'objet d'une révision régulière. Hein. Le rapport de durabilité, ce n'est pas un rapport et point terminé, c'est vraiment quelque chose à faire vivre sur le temps. En termes de logique, avoir en tête, ce rapport de durabilité va me permettre de faire quoi? D'identifier mes risques matériels, que ce soit des risques physiques, des risques de transition, mon niveau d'exposition, et que là, du coup, j'ai mes risques bruts matériels, avec les effets financiers potentiels que ça peut générer pour mon activité. Et derrière, je précise, je développe les actions et les ressources que je vais mettre en œuvre pour atténuer ces risques. D'accord? Donc, le travail d'identification, c'est aussi qu'est-ce que je fais pour atténuer ces risques. Et derrière, ça me permet d'avoir un modèle d'affaires qui soit le plus résilient possible. C'est vraiment ça la logique du rapport de durabilité. D'accord? Gardez ce schéma en tête, je trouve qu'il est vraiment très parlant et c'est vraiment le sens de ce rapport de durabilité. On va passer rapidement sur la présentation des informations, puisque ça, c'est quelque chose qui, sur lequel je pense qu'on peut passer rapidement. Ayez en tête, encore une fois, que l'information, il faut qu'elle soit fiable. Il y aura un audit, que ce soit par des auditeurs, par des ETI, hein, donc des organismes tiers indépendants qui devront donner un niveau d'assurance. Alors, initialement, c'était progressif, hein, donc un niveau d'assurance limité, puis derrière un niveau d'assurance raisonnable. Le niveau d'assurance raisonnable, c'est ce que font les auditeurs pour les comptes, hein, pour la comptabilité. A priori, dans Omnibus 2, on restera probablement sur un niveau d'assurance limité, d'accord? Donc avec une vérification, on va dire, de la mécanique, mais qui n'aura pas du tout le même niveau d'exigence que pour les comptes financiers. Et sera établi un rapport des auditeurs. Hein. Des sanctions pénales sont prévues. De toute façon, vous aurez certainement
cette présentation. En termes d'avantages et d'inconvénients de la CSRD, moi, je voulais quand même revenir, parce que c'est vrai que c'est important hein, aussi de se dire, évidemment, cette CSRD, je trouve qu'elle a plein de bénéfices, mais évidemment qu'elle a des inconvénients. On les a abordés hein, globalement au fur et à mesure de cette présentation. Il y a un coût, il y a une complexité, il y a une difficulté de mise en œuvre. On peut considérer que c'est un reporting supplémentaire. Et certains disent, mais oui, mais du coup, notre compétitivité européenne, elle est mise à mal. Attention. Alors ça, peut-être qu'à court terme, c'est un argument qui peut porter. À long terme, l'inaction, elle a un coût. L'inaction, elle nous rend peu robustes. Et finalement, cet exercice, il a cette vocation, c'est de nous rendre robustes. Donc, de devenir finalement compétitifs dans les prochaines années face aux événements, notamment climatiques, qui vont nécessairement arriver. En termes d'avantages, l'avantage, c'est de nous rendre, encore une fois, plus robustes. Ça, clairement, c'est vraiment l'enjeu majeur de la CSRD et de limiter l'impact des activités de l'entreprise sur notre environnement et de préserver, du coup, de limiter l'instabilité environnementale dans laquelle nous entrons. Voilà. Il y a ça aussi, cette dimension, elle est extrêmement importante et du coup, chaque entreprise va contribuer aux objectifs de l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Les 10 facteurs clés de succès pour réussir cette CSRD, elles sont en tableau, mais s'il y en a deux que je souhaiterais vraiment mettre en avant, c'est évidemment l'engagement de la direction, d'accord, puisque une direction engagée, c'est finalement une entreprise engagée. Donc, elle sera moteur et portera, voilà, un sujet porté au niveau de la direction, c'est en général un sujet qui réussit. Et à côté de ça, au-delà de la motivation, au-delà de rendre ce sujet important, mais il faut aussi permettre aux équipes d'acquérir de la compétence, d'être compétents sur ces sujets. Donc, il faut également les former pour pouvoir appréhender cette question de la durabilité et préparer ce rapport qui est quand même en effet un travail très important. Donc la CSRD, c'est un changement de paradigme. Hein. L'objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises aillent vers un modèle d'affaires qui soit durable, de permettre à l'Union européenne de respecter et d'atteindre ses objectifs climatiques et sociaux au sein de l'Union européenne, et du coup vraiment de nous transformer de l'intérieur dans notre environnement économique. Encore une fois, on va avoir une loi omnibus, une directive, omnibus 2, qui va venir apporter des modifications. Pour autant, il y a quand même un bras de fer qui est engagé au niveau européen, puisque la médiatrice de l'Union européenne a engagé une enquête à l'encontre de la Commission européenne, justement en raison de ce détricotage de la CSRD et d'autres réglementations européennes qu'on a évoquées en introduction. Donc finalement, rien n'est joué. Donc vraiment garder à l'esprit qu'on est vraiment là sur le corpus le plus stable et celui qui sera appliqué dans les années qui viennent. Simon, à toi. Super, merci Elisabeth pour tous ces éléments. On a réussi à rentrer dans le timing, donc c'est formidable. On va vous laisser poser quelques questions. J'en vois déjà une très spécifique, donc tu vas pouvoir nous dire si tu peux y répondre. Donc il y a Pierre-Olivier qui nous demande: nous entendons souvent les auditeurs de durabilité insister sur le fait que la cotation soit faite à la maille de l'IRO versus le sous-sujet, voire le sous-sous-sujet. Est-ce qu'il y a un réel fondement normatif à cette exigence? Je ne sais pas si c'est des éléments sur lesquels tu peux nous éclairer. Ouais, alors il faudrait peut-être prendre le cas notamment que vous avez en tête. Ce que je vous suggère peut-être, Pierre-Olivier, c'est de peut-être nous faire un petit mot sur le contexte qui est le vôtre et puis pour voir un petit peu comment y répondre. Mais de toute façon, encore une fois, je pense qu'il faut aborder le sujet par étapes, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans... déjà, on n'aura pas accès à tout le niveau d'information de détails souhaités pour être vraiment à la main. Mais il n'empêche que tous les data points doivent être analysés. Hein, d'accord, il faut vraiment passer à la fourche codine l'ensemble des data points qui sont prévus. Mais ensuite, il faut revenir en effet à une vision un petit peu plus macro. Alors, on a Pierre-Olivier qui nous ajoute quelques éléments. Alors, dans le cadre de l'audit de l'analyse de la DMA, les auditeurs estiment qu'une analyse qui n'est pas faite à la maille IRO ne serait pas conforme versus une analyse et des scores à la maille du sujet, du sous-sujet.
Oui, je pense que ouais, enfin, je propose peut-être d'y répondre dans un deuxième temps pour voir un petit peu quels sont quels sont les éléments là-dessus qu'on peut trouver. Puisque c'est vrai qu'on démarre tous hein, sur cette CSRD et voilà, parfois certains sont voilà, il y a des discussions qu'il peut y avoir sur les sujets. Enfin, ces problématiques d'interprétation hein, qu'on évoquait, enfin, que j'identifiais notamment parmi les problématiques que l'on a sur cette CSRD. Super, merci. Donc, vous avez encore quelques instants si vous avez voilà, si vous voulez poser vos questions, si vous avez des sujets que vous souhaitiez traiter, s'il y a des éléments qui ne sont pas encore clairs. Voilà, merci en tout cas Elisabeth. Elle a fait voilà, Elisabeth a fait un très gros travail qui est, on va dire, un condensé, de ce qu'on peut faire nous en formation pendant, une journée, voire parfois plus. Donc voilà, donc en tout cas, c'était important pour nous que vous puissiez avoir une vision globale de ce qu'est la CSRD, de où on en est aujourd'hui, des avantages, inconvénients comme on disait, de quels sont les risques, au niveau des futures évolutions aussi de ce qui peut se passer. Et que vous ayez en tout cas un maximum de clés pour avancer petit à petit en interne. Vous avez gagné 2 ans pour la majeure partie, donc c'est une bonne chose. Voilà, sachez que si vous voulez aller plus loin pour ce genre sur ce type de thématique, nous, on peut vous accompagner. Elisabeth, justement, forme en interne sur un certain nombre de sujets connexes, que ce soit CSRD ou même des sujets plus larges, on va dire, de RSE. Ça, c'est des éléments sur lesquels on sera ravis de pouvoir aller un petit peu plus loin avec vous. Voilà, Elisabeth, je ne sais pas si tu as le mot de la fin. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions a priori. Un Non, grand merci merci pour votre participation. Et je reviendrai vers Pierre-Olivier, du coup, pour le point qu'il a soulevé. Je pense que ça mérite en effet un petit approfondissement. Et voilà, je propose qu'on y revienne ensuite. Mais c'est toujours difficile de répondre à ces questions comme ça en one shot, surtout quand elles font l'objet de débats. Voilà, le débat demande du temps de réponse. Super, bien, écoute, un grand merci Elisabeth et puis bonne journée à tous. Merci à toi, merci à vous tous et bon courage. Au revoir.